Alors, bonjour tout le monde et on va bien maintenant faire l'examen de automne 2017. Alors, ça, je l'ai bien aimé, cet examen-là. Alors, c'était, je pense que c'était Ford versus Tesla. Et d'ailleurs, après cet examen, juste en rétrospect, je peux vous dire, Tesla, le prix de Tesla était de 350 en 2017 et elle était entre 800 et 900 aujourd'hui. Je pense que on va aller voir justement. Alors, je trouvais que Tesla en 2017 le prix de l'action était super cher. Alors, on va regarder les 5 dernières années. Alors, c'est ça. En 2017, le prix d'une action était de 50$. Aujourd'hui, le prix d'une action de Tesla est à 738$. Alors, je trouvais qu'à 50$, Tesla, elle était surévaluée. Malgré ça, le prix de l'action est allé de 50 à 738. J'avais des étudiants en 2019 qui ont acheté Tesla pour 50$ et c'est ça, Tesla est allé jusqu'à comme 400$. Mais je veux dire, c'est bon pour mes étudiants, mais je leur ai dit, écoute, je trouve que c'est un titre qui est surévalué. Il y a eu un split, OK, il y a eu un split 5 pour 1. Alors, le prix de l'action, c'est ça, était à 350. Il y a eu un split 5 pour 1 qui revient à du 70$. Alors, ça doit être aux alentours d'ici que j'ai fait l'examen. Alors, ouais, c'est ça, aux alentours d'avril-mai. Alors, le prix était de 335 à ce moment-là. Et ça a grimpé. Alors, 335, là, c'est 738. Alors, 335, 70 à 738, 10 fois leur investissement. OK, alors, encore une fois, pour la question numéro 1, je ne pourrais pas vous demander ça pour un examen à domicile. Mais si c'était en salle de cours, j'aurais pu facilement me demander cette question-là. Alors, quel est le meilleur produit dérivé pour mitiger le risque du hedging, encore une fois? Alors, du hedging, c'est pour enlever le risque financier ou enlever le risque des fluctuations du marché. Alors, une compagnie qui produit un certain produit, eux, leur ligne d'affaires, c'est pas la finance, c'est pas les marchés. Alors, Air Canada, c'est de préparer des vols. Elle veut enlever le risque des fluctuations saisonnières du pétrole ou les fluctuations du marché du pétrole. Alors, Air Canada veut se protéger contre une augmentation rapide du prix du pétrole. Alors, le pétrole, c'est standard. Tu as le Brent, tu as le West Texas Intermediate, tu as un autre, Light Sweet Crude qui est au Canada. Alors, c'est transiger sur une bourse. Alors, tu peux être long en futures. Long, ça veut dire que tu t'engages à acheter le pétrole et le futures, ben, c'est le type de contrat. Un produit très standard, c'est sur une bourse. Un produit spécialisé, tu dois trouver la contrepartie. On va appeler ça un forward. Alors, votre buy, c'est un forward. Le contrat d'un joueur de hockey, c'est un forward. Un produit très spécialisé, ça va être avec un forward. OK, le propriétaire d'une maison veut protéger son hypothèque à taux variable contre une augmentation subite des taux d'intérêt. Donc, la plupart des hypothèques, vous avez des hypothèques sur 25 ans. Les 5 premières années sont variables et flottant par la suite à l'intérieur de certaines marges. Cette marge, c'est un cap et un plafond. Alors, un plancher et un plafond. Un cap, un floor et un cap en anglais, floor en anglais. Donc, quand vous avez une maison, vous voulez vous protéger contre le fait que si les taux d'intérêt augmentent, votre hypothèque, la mensualité va augmenter elle aussi. Donc, on veut se protéger que les taux d'intérêt sont trop grands, alors on va acheter un cap. La plupart des hypothèques aujourd'hui ont un cap et un plancher sous-entendu déjà dans le contrat. Alors, si les taux d'intérêt aujourd'hui sont de 3 juste pour vous dire, je pense que les taux d'intérêt vont grimper dans les 5 prochaines années. C'est mon opinion et c'est juste de l'opinion. Alors, si vous voulez vous protéger contre ça, vous vous achetez un cap. Mais la plupart des hypothèques, et si vous avez une maison, peut-être c'est le temps de regarder ça, vous avez un plancher, un cap explicite dans votre contrat. Donc, si les taux d'intérêt chutent trop bas, vous devez quand même payer du 2 et s'ils augmentent trop élevé, le maximum que vous allez payer, c'est peut-être 5 Mais c'est peut-être le temps de regarder ça pour n'importe qui a une maison. Donc, vous achetez un cap, donc vous êtes long un cap. Pour chacun des paiements, c'est un caplet. Et la banque, elle vous vend en conséquence un plancher. Donc, la banque vous vend un plancher et au même prix, vous achetez un cap.
La banque achète un plancher, je veux dire, et vous, vous achetez un cap. Donc, la banque, elle se protège en dessous de 2 vous vous protégez en haut de 5 Donc, pour n'importe qui qui a une hypothèque qui est vraiment variable, qui est flottant, vous voulez vous protéger contre une hausse subite des taux d'intérêt, vous allez être long un cap. Ce que ça veut dire que si jamais les taux d'intérêt grimpent plus grand que le taux d'intérêt du cap, vous allez quand même payer cette mensualité à votre banque. Par contre, le cap va vous payer la différence. Donc, long un cap. Un spéculateur croit que le prix d'une action de BTX, alors encore une fois, quand on dit un spéculateur et une compagnie comme BTX, c'est le prof. C'est de penser, moi je suis le spéculateur, croit que le prix de BTX va grimper dans les 3 prochaines années, 3 prochains mois, mais ne veut pas acheter l'action, alors tu vas être long un call. Ça, c'est encore une fois, ce n'est pas vraiment du hedging. C'est plus de la spéculation. La compagnie BTX veut se protéger contre une prise subite du prix mondial du pétrole. Donc, eux vont être short des futures. BTX, comme vous le savez, c'est une pétrolière. Depuis le début de la session, je parle souvent de cette compagnie-là. Je l'ai eu dans mon portefeuille. J'avais acheté 300 actions en 2009. Le prix avait monté jusqu'à 50. Et j'ai acheté à 10 $, c'est monté jusqu'à 50 $. Maintenant, c'est à 1,30 $. Écoute, le prix de toutes les pétrolières ont mangé une claque. Un spéculateur veut protéger la valeur de ses actions de Target. Donc, en 2017, j'avais des actions de Target. Juste pour vous dire que ce n'est pas tout le temps des succès. Même, il y a certains succès, il y a certains succès qui font mal. OK. Alors, moi, j'ai acheté Target en 2017. Pendant cette session, j'avais acheté des 300 actions de Target à 55 $. Donc, en 2017, il y avait un dividende. Après le dividende, le prix de l'action était à 55 $. Alors, ici, en 2017, j'avais acheté des actions de Target à 55 $ et j'avais gardé ça pendant un an. Et je me suis dit que la juste valeur de Target était aux alentours de 75 $. Target atteint 75 $ vers ici. C'est ça. Alors, atteint 75 $ ici, je vends mes actions, ça grimpe, je dis, moutadi, puis ça plante par la suite. OK, pas de problème. Target est considéré comme l'action de l'année pour 2020. En 2020, Target était considéré l'action de l'année. Alors, c'est monté jusqu'à 159 $. Alors, malgré le fait que j'ai fait un profit de 20 $ par action, j'ai laissé de l'argent sur la table quand j'ai fermé ma position. Alors, ça me fait mal. Alors, même quand j'ai raison, des fois, même quand tu fais de l'argent, des fois ce n'est pas vraiment une victoire. OK. Alors, pour se protéger contre si j'avais des actions de Target puis je veux me protéger contre une baisse subite du prix, je veux tout simplement être long un put. Ou idéalement, je vendrais. Si je pense que les prix vont baisser, je vais vendre mes actions. OK. Alors, vous disposez des renseignements suivants sur une option d'achat sur une action d'une échéance de 2 mois. Alors, le prix de l'action, 42,70. S est égal à 42,70. Le strike K est de 40 $. Prix de l'option, 3,10. Alors, aujourd'hui, la valeur intrinsèque du call est de 2,70. Le prix du call est de 3,10. Donc, vous pouvez voir que la valeur temporelle est de 40 sous. Rendement des obligations court terme, 3 %. Taux d'inflation, bon du trésor, 3 %. Quel est le prix sans arbitrage du put? Parité put-call. Un call plus la valeur actuelle d'une obligation d'épargne du Canada avec une valeur nominale de K est égal à acheter un put plus une action. Donc, le call coûte 3,10. La valeur actuelle de 40 $, c'est 40 $ divisé par 1,03 pendant 2 mois à la 2/12e. On ne sait pas c'est quoi le prix du put et l'action vaut 42,70. Donc, le put vaut 20 cents. La valeur intrinsèque actuellement du put, c'est 0 parce que l'action est plus grande que 42,70. On ne va pas exercer le put. Mais le prix du put est de 20 sous, donc la valeur temporelle est de 20 sous. C'est tout le potentiel que le prix de l'action tombe en baisse de 42,70 et chute en dessous de 40 $. Donc, si le put coûte 10 cents, comment est-ce qu'on peut effectuer une stratégie d'arbitrage? Donc, la bonne valeur est de 20 cents. On a un put à 10 cents. Il y a 10 cents de profit à être fait, la différence entre les deux. Donc, je vais acheter le put réel à 10 cents. Je vais vendre le put synthétique à 20 cents. Donc, acheter un put, c'est équivalent à acheter un call plus une obligation et shorter une action. Donc, pardon.
je vais acheter un put pour 10 cents et je vais shorter un put synthétique. Donc, je vais shorter un put synthétique, donc je vais shorter un call, je vais shorter l'obligation et je vais être long l'action. Donc, je vends le put réel pour 10 sous, j'achète le put réel pour 10 sous, j'achète l'action pour 42,70. La valeur actuelle de 40 dans 2 mois, c'est 39,80. Je short l'obligation, je reçois 39,80. Et je short le call pour 3,10. C'est là où est-ce que je vais faire mon 10 cents. Quelle est la valeur temporelle du call? C'est justement, aujourd'hui, j'ai le droit d'acheter une action pour 40 quand elle vaut 42,70. Donc, la valeur intrinsèque est de 2,70. Le prix du call est de 3,10. Donc, la différence entre 3,10 et 2,70, c'est 40 sous. Ça, c'est la valeur temporelle. C'est tout le potentiel à la hausse de l'action. Maintenant, si le prix de l'action demeure inchangé à 42,70 dans un mois, qu'est-ce qui va arriver au prix du call? Alors, dans un mois, on a un call 2 mois. Dans un mois, le prix de l'action est toujours à 42,70. Il n'a pas bougé. La valeur intrinsèque demeure toujours 2,70. Mais il reste juste un mois au call. Donc, en théorie, la valeur temporelle ne peut pas être plus grande que 40 sous. Un call de 2 mois va avoir une valeur temporelle de 40 sous. Un call de 1 mois, la valeur temporelle ne peut pas être plus grande, il y a moins de temps. Donc, plus de temps, plus de possibilités que l'action grimpe. Donc, la valeur minimale que peut avoir cette option, c'est quand la valeur temporelle elle est nulle, donc 2,70. Alors, le prix, c'est la valeur intrinsèque plus la valeur temporelle. La valeur temporelle est au moins égale à 0. La valeur intrinsèque, on a dit qu'elle est égale à 2,70. Donc, la valeur minimale de cette option, 2,70. La valeur maximale qu'elle peut, en théorie, valoir, c'est 3,10 parce qu'un put 2 mois vaut 3,10. Et on a juste un put avec un mois. Alors, la valeur temporelle de 40 sous, elle ne peut pas être plus grande que 40 sous. Une option de 2 mois la valeur temporelle vaut 40 sous. Donc, le prix minimal que peut valoir cette option, c'est 2,70, la valeur intrinsèque. La valeur maximale qu'elle peut valoir, c'est 3,10. C'est entre ces deux, la juste valeur de l'option aujourd'hui devrait être entre 2,70 et 3,10. La valeur nominale d'une obligation sans coupon est de 1000 $. Alors, ça, c'est votre TP, vous avez un strike de 27,50 et en rétrospect, je regrette avoir demandé ça à mes étudiants à la session passée. Ici, le strike est de 40. Alors, si une obligation est égale à 1000 $, comment est-ce qu'on peut exercer notre stratégie en B si toutes les obligations ont une valeur de 1000 $? Mais alors, une obligation avec une valeur nominale de 40 $, si toutes les obligations ont une valeur nominale de 1000 $, si je fais 25 fois la stratégie, 25 fois 40, c'est égal à une obligation de 40 $. Donc, alors un call plus une obligation, c'est égal à un put plus une action. Donc, si je fais 25 calls plus 25 obligations à 40 $ est égal à 25 puts plus 25 actions. Donc, 25 calls plus 25 obligations à 40 $ ou une obligation à 1000 $ est équivalent à 25 puts plus 25 actions. Donc, comment est-ce que je peux créer synthétiquement une obligation? Une obligation, c'est égal une obligation est égale à 25 puts plus 25 actions et en shortant 25 calls. Donc, si j'achète une obligation de 1000 $, c'est équivalent à acheter 25 puts, acheter 25 actions et shorter 25 calls. Dans votre TP, je vais vous le dire tout de suite, tous ceux qui écoutent en ce moment, je vais quand même vous donner la réponse. Le call, le strike était à 27,50. Donc, il faut faire 400 calls, 400 puts et 400 actions. Et ça va vous donner 400 fois 27,50, donc 11 000. Donc, 400 calls, puts et actions est équivalent à 11 obligations à 1000 $. En rétrospect, je trouve que la question elle est difficile, mais encore une fois, je vous dis, si je vous donne un examen qui est difficile, la moyenne va tout le temps de l'examen va toujours être de 70. Question numéro 3. Question numéro 3, ce n'est pas à l'examen, c'est le cours 11. Alors, généralement, les cours de finance à l'hiver se donnent le jeudi. Donc, on ne part pas le lundi de Pâques. Alors, on a le cours 11.
On ne l'a pas cette session parce qu'on avait le lundi de Pâques. Question 4. Prix d'une action, 50 $. Un dividende qui est versé à chaque 6 mois. Le prochain dividende est dans 3 mois. Le taux sans risque est de 5 %. Il y a un forward sur cette action à 52 $. Donc, il y a un forward qui existe sur cette action à 52 $. Je ne vous donne pas le nom de la compagnie, alors c'est des chiffres qui ont été inventés, ce n'est pas une vraie compagnie. Alors, quel est le prix sans arbitrage de l'action dans un an? Alors, dans un an, l'action devrait valoir 50 $ actualisé à du 5 % alors fois 1,05. Par contre, à chaque fois qu'il y a un dividende qui est versé ou un coupon qui est versé ou un cash flow qui est payé, le prix de l'article financier, de l'actif financier devrait chuter à cette date de la valeur du cash flow. Donc, s'il y a un coupon de 50 $ qui est versé dans 6 mois, dans 6 mois, le prix de l'obligation va chuter de 50 $. S'il y a un dividende de 75 cents qui est versé dans 3 mois, le prix de l'action va chuter de 75 cents dans 3 mois. Par contre, on veut faire notre calcul à la fin de l'année. Donc, s'il y a un dividende de 75 cents dans 3 mois, ce dividende, on va l'actualiser pendant 9 mois pour arriver dans un an. Le deuxième dividende de totalité est égal à 9 mois. On va l'actualiser pendant 3 mois pour arriver à avoir la juste valeur à la fin. Donc, aujourd'hui, le prix de l'action est de 50 $. S'il n'y avait pas de dividende, il vaudrait 50 fois 1,05 à la fin de l'année. Il y a un dividende de 75 cents qui va faire, le prix de l'action va être réduit de 75 cents dans 3 mois. On va l'actualiser pendant 9 mois sur 12. Même, ouais, c'est ça, 9 mois sur 12. Écoute, je vais même changer ça. 9 mois sur 12, c'est bien plus beau comme ça. Et le deuxième dividende va être versé à T est égal à 9 mois. On va l'actualiser avec 3 mois d'intérêt pour avoir la valeur à la fin de l'année. Donc, à la fin de l'année, l'action devrait valoir 50,96. Je peux soit acheter ou la vendre avec un contrat dans un an. Je peux m'engager à acheter quelque chose qui vaudrait 50,96. Je peux m'engager aujourd'hui pour l'acheter ou la vendre pour 52 $. Donc, il y a 1,04 $ à être fait. Je vais vendre quelque chose qui vaut 50,96. Je vais le vendre avec mon contrat pour 52 $. Donc, je veux être short le forward. Je veux avoir le droit de vendre cette action dans un an pour 52,96. Donc, si je la vends dans un an, je vais acheter aujourd'hui l'action pour 50 $ en empruntant ce 50 $ au taux sans risque de 5 %. Donc, pour tous les exemples de stratégie d'arbitrage, assumez que vous pouvez acheter ou vendre des obligations d'épargne du Canada, long ou short des obligations d'épargne du Canada. Donc, qu'est-ce qui arrive? Dans un an, à T est égal à 3 mois, je vais recevoir… Alors, j'ai acheté l'action aujourd'hui. Je vais la vendre pour 52 $ dans un an avec mon contrat et je vais rembourser mon prêt. Par contre, je possède l'action aujourd'hui. Donc, je vais recevoir un dividende de 75 cents dans 3 mois. Je vais recevoir un dividende de 75 cents dans 9 mois. Donc, aujourd'hui, j'achète l'action pour 50 $. Je vais recevoir dans 3 mois 75 cents. Je vais l'actualiser pendant 9 mois. Alors, ce 75 cents à la fin de l'année vaut 78 cents. J'ai un autre dividende qui va être versé dans 9 mois. Alors, lui aussi, je vais l'actualiser pendant 3 mois jusqu'à la fin de l'année. Il vaudra 76 cents. Je vais vendre l'action que j'ai achetée au temps T est égal à 0. Je vais la vendre selon mon contrat pour 52 $ et je vais rembourser le 50 $ que j'ai emprunté à du 5 %. Alors, 50 $ emprunté à du 5 %, je rembourse 52,50. Donc, j'ai 78, 76 et 52 et je rembourse 52,50, d'où vient mon 1,04 $. Dans votre TP, je pense que c'était une obligation et non une action, mais c'est exactement le même principe. À chaque fois qu'on paye un coupon, le prix de l'obligation va chuter de la valeur du coupon. Mais dans votre TP, je pense que le forward était de 2 ans. Donc, il y a un coupon dans un an, on va l'actualiser avec une période, et il y a un coupon dans 2 ans, on n'a pas besoin de l'actualiser, est au temps. Donc, la valeur future, la valeur forward, c'est le prix de l'obligation au temps 0 avec 2 périodes d'intérêt, moins le coupon au temps 1 avec fois 1 plus une période d'intérêt, moins le coupon au temps T est égal à 2. Quel est le profit d'arbitrage? C'est tout le temps la partie qui est facile, c'est la stratégie qui est importante. Alors, une question de 9 points.
Qu'est-ce qui arrive au temps t est égal à 0? 4 points. Qu'est-ce qui arrive à la toute fin? 4 points. Quel est le profit d'arbitrage? Le profit d'arbitrage, c'est 1 point. C'est la partie qui est facile. Question numéro 5. OK, alors, l'examen en question, c'était entre Ford. Alors, l'examen en question, c'était entre Ford et Tesla. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Ford et Tesla, on avait nos états financiers. Alors, moi, qu'est-ce qui arrive? C'est que à la maison, ce que moi je fais, je prends les états financiers et je calcule tous les ratios. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ressort, moi je suis plus adepte à le voir. Ça, c'est un excellent. Si vous avez un examen à regarder, lui, c'est un examen. Whiting, il était relativement tough. Mais ça, c'est un examen. Celui de Boeing en 2017, il est pas mal bon, lui aussi. Alors, quand moi, je trouve un chiffre qui ressort, j'ai tendance à, moi, je vais le highlighter et ça a tendance à devenir une question d'examen. Donc, quand moi, je vois qu'un chiffre qui bouge, alors, quand je vois un chiffre qui bouge un peu, je veux dire, j'utilise mon jugement. Est-ce que vraiment, oups, OK, ça, il a bougé de 17 jours, je vais me poser la question. Alors, quand je vois un chiffre qui bouge, je commence à regarder dans les états financiers, pourquoi est-ce que ce chiffre a bougé et je trouve la réponse. Si le chiffre n'a pas de l'allure, c'est généralement une question d'examen. OK. Donc, calculer le cycle de conversion de l'encaisse de Ford pour les 2 dernières années. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le cycle de conversion de l'encaisse, c'est le temps que ça nous prend pour vendre notre inventaire, plus le temps que ça nous prend pour recevoir nos comptes clients, moins le temps qu'on prend pour payer nos factures, nos comptes à payer. Donc, un plus l'autre, moins l'autre. Donc, la rotation de l'inventaire, on regarde nos coûts de marchandises vendus. Rotation de l'inventaire, c'est ça. On regarde les coûts de marchandises vendues et on regarde notre inventaire moyen pendant l'année. Alors, généralement, on prend l'inventaire au début, l'inventaire à la fin de l'année. Divisé par 2, c'est notre inventaire moyen. Si on a des états financiers à chaque quart fiscal pour une année, on aurait à chaque quart fiscal, plus le premier en début d'année de l'année précédente, on a 5 quarts fiscales, on prend la somme des 5 et on divise par 2. Pourquoi? L'inventaire peut être saisonnier, il peut avoir des fluctuations saisonnières. On prend une moyenne pour enlever ces fluctuations saisonnières. Alors, tu peux avoir un inventaire qui est pas mal stable d'une année à l'autre, mais il bouge un peu il peut bouger de façon saisonnière ou de façon cyclique. Alors, on fait une moyenne et ça enlève ce bruit, c'est juste du bruit. Donc, si on regarde, si je reviens, alors on est à page 54. Si je reviens au tout début, on a nos feuilles de formule. Alors, on a nos feuilles de formule. Alors, la rotation des comptes à recevoir. Les comptes à recevoir sont proportionnels aux ventes. La rotation des comptes à payer, alors les comptes à payer, c'est la valeur de notre inventaire, c'est proportionnel au coût des marchandises vendues, les coûts variables. Alors, c'est la valeur de notre inventaire. Et la rotation de l'inventaire, c'est les coûts variables, c'est les coûts des marchandises vendues plus le coût pour les ventes. Alors, on va prendre les coûts variables et non les ventes, parce que les ventes, ça inclut le markup. Alors, on va avoir le chiffre qui ressemble plus à l'inventaire qui a été vendu. Si on avait le chiffre exact, ce serait encore mieux que les coûts variables, parce que les coûts variables, ça inclut tous les coûts pour les coûts des marchandises vendues, plus le coût des salaires des personnes auxquelles on a vendu, qui ont vendu l'inventaire. Donc, page 54. Alors, revenons. OK, alors, la rotation de l'inventaire. Je remarque que le chiffre ne bouge pas trop. De 15,51 à 15,86, il bouge un peu, mais ça a l'air d'être du bruit. 6,37 à 6,42, ça ne bouge pas. Mais de 2 à 2,67, c'est une augmentation de 30 %. Là, il y a un chiffre qui bouge. Alors, je me pose une question là. Juste en regardant les chiffres, je me pose une question là. Probablement, c'est ça votre question d'examen. Ici, ça a l'air d'être du bruit. Alors, je veux dire, ça va de 15,8 à 15,5, 0,3 sur 15. Ça pourrait juste être du bruit. Ça, c'est juste du bruit. Mais qu'est-ce qui se passe avec les comptes à recevoir? Ça, je me pose la question. Alors, on voit que le nombre de jours pour l'inventaire ne bouge pas trop, une demi-journée de plus. Les comptes à recevoir, ça bouge de 45 jours. Ça, je me pose une question. Ça ne bouge même pas d'un jour pour les comptes à payer. Alors, l'inventaire,
ça a l'air d'être juste du bruit. Mais les comptes à recevoir, il y a quelque chose qui est là. Alors, le cycle de conversion de l'encaisse. Alors, quand on est en salle de cours, première question, faites le calcul. Deuxième question, quelles sont vos conclusions? Et en faisant les chiffres, immédiatement, je le vois tout de suite, qu'est-ce qui se passe avec les comptes à payer? Alors, je dois regarder dans les états financiers, je dois fouiller. Alors, ça prend un peu plus de temps que qu'est-ce que je fais maintenant parce qu'on a déjà les réponses. Mais OK, alors si on regarde Ford, on regarde les comptes à recevoir. OK, qu'est-ce qui s'est passé de 2014 à 2015? Alors, si on regarde les comptes à recevoir, je veux dire, les comptes à recevoir ont bougé de 2014 à 2015. De 2015 à 2016, ça n'a pas trop bougé, mais on voit clairement qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici. Il y a 36 milliards. Ça, vous devez le remarquer. Malheureusement, ça, je veux dire, vous ne pouvez pas vous appeler un comptable agréé si vous ne le remarquez pas. Moi, je ne suis pas un comptable agréé. Moi, je ne devrais pas le remarquer. Et d'ailleurs, la toute première fois que j'ai donné ce cours, je me disais, écoute, je vais me faire manger par mes étudiants. J'étais tellement stressé que j'ai fait un examen où j'étais tellement concentré de ne pas faire d'erreur dans mes examens que c'était quasiment de la panique. J'ai mis une semaine pour faire un examen, 8 heures par jour, parce que je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur. Il n'y avait pas d'erreur, puis je paniquais un peu pour trop. Alors, qu'est-ce que je remarque? C'est que j'ai 36 milliards de comptes à recevoir qui disparaissent. Ça, vous devez le remarquer. Mais par contre, quand vous allez faire d'autres calculs, il y a des ratios qui vont peut-être sortir. Est-ce que OK, mais alors ici, j'ai 36 milliards qui ont disparu. OK, mais 36 milliards, je devrais être capable de l'expliquer quelque part, mais si vous remarquez ici, il y a comme quelque chose qui a disparu. Alors, Alors ici, vous voyez que j'ai tout simplement mis une note quand j'ai fait l'examen. Alors, je veux dire, on parle de dette à court terme de 0 à 43 milliards. Ça, c'est le genre de choses qu'on doit remarquer. Donc, la partie que vous devez absolument avoir remarqué, c'est que les comptes à recevoir ont baissé de 36 milliards. Mais par contre, on remarque que la dette à court terme, elle a augmenté. Alors, c'est tout simplement ça a de l'air. Écoute, je fais juste des hypothèses à ce moment-ci, mais je me pose la question. Pourquoi est-ce que j'ai 36 milliards de comptes à recevoir qui ont disparu? Ça, c'est nécessaire. Et la plupart des étudiants ont trouvé la première partie, mais la deuxième partie, vous auriez dû quand même le remarquer. Alors, 36 milliards, tu as 43 milliards qui ont apparu en dette à court terme. C'est peut-être tout simplement qu'au lieu d'avoir des comptes à recevoir, on a tout simplement de la dette à court terme. Alors, c'est les seules questions ou conclusions qu'on doit se poser. Pour la plupart des étudiants, tout ceci, c'était bon. La partie A, le calcul, c'est généralement 100% bon. La plupart des étudiants ont remarqué cette partie-là. Et je dirais qu'un étudiant sur 3 avait remarqué la deuxième partie. Donc, question numéro 6. Alors, dans la question numéro 5, c'est correct si je comprends, quand vous avez fait la question numéro 5, peut-être que la plupart des étudiants n'ont pas remarqué la deuxième partie. La première partie, c'est nécessaire. La deuxième partie, ce n'est pas remarqué. Par contre, quand vous arrivez à 6, là, vous allez le remarquer. Là, ça va ressortir. Calculer le coefficient de levier total de Ford pour les 3 dernières années. Donc, pour le coefficient de levier opérationnel, c'est les ventes moins les coûts variables divisés par EBIT. Ça bouge beaucoup pour 2014, 2015, 2016. Coefficient de levier financier, j'ai besoin des taxes. Puis la première chose que je remarque est que Ford a juste payé moins que 1% en taxes en 2014. 28, 32 %. Alors, les taxes aux États-Unis avant la coupure de taxes de Trump en 2018-2019 étaient, comme au Canada, 32 à 35 %. Mais les compagnies ont tous leurs crédits d'impôt, des crédits de dépréciation. Ça réduit leur charge de taxes, Research and Development, ça réduit leur charge de taxes. Dans le cas de Tesla, je ne le savais pas à l'époque, mais Tesla a un crédit d'impôt parce que tu dois payer une taxe pour polluer aux États-Unis. Puis vu que c'est des véhicules électriques, Tesla n'a aucune pollution avant ses crédits d'impôt à d'autres compagnies. Alors, c'est une des raisons pourquoi Tesla était profitable finalement en 2020, c'est à cause de ces crédits d'impôt. Mais ce que je remarque, c'est que Ford a juste payé moins que 1% en taxes en la première année. Le coefficient de levier financier, il bouge aussi. C'est probablement lié aux taxes. Je vais regarder ça en plus de détails.
pour 2015-2016, je suis moins inquiet, mais surtout pour 2014, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Et en conséquence, le coefficient de levier total, il bouge beaucoup. Donc, la première chose que je vais regarder, c'est les taxes. Regardons les taxes. OK, alors si je regarde pour Ford, les taxes, alors elle a payé 2 milliards en taxes en 2016, 2,8 en 2015, mais elle a juste payé 4 millions en 2014. Alors justement, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe ici? Alors quand j'ai un chiffre qui n'a pas de l'allure, c'est probablement une question, ça va être à l'examen. Alors chaque fois que je vois un chiffre qui n'a pas d'allure, je me pose cette question-là. Par contre, quand je regarde le coefficient de levier opérationnel, le coefficient de levier opérationnel de Ford, quand je fais mon calcul, le coefficient de levier financier, c'est les ventes moins les coûts variables divisé par EBIT. Et ça bouge quand même beaucoup. Alors, je vais regarder chacun des comptes. Alors, quand je regarde les ventes, les ventes ne bougent pas trop, une compagnie qui est en croissance. Je regarde les coûts variables, cost of goods sold. Alors, ça devrait être coûts variables. On va changer ça. Les coûts variables, les cost of goods sold, les coûts des marchandises vendues. Alors, ça baisse un peu. Écoute, ça a l'air d'être juste du bruit, mais il y a quelque chose qui se passe ici. Et les coûts fixes, écoute, les coûts fixes de Ford ont l'air d'être négligeables quasiment. Alors, je ne vois rien ici qui ressort. C'est peut-être simplement du bruit. Moi, je ne vois rien dans ceci. Pour le coefficient de levier total, je vais regarder la charge d'intérêt, je vais regarder le dividende privilégié. Alors, elle n'a aucun dividende privilégié, pas de problème. La charge d'intérêt, c'est une charge, même pas 1 milliard en intérêt. Alors, moi, je ne vois vraiment, je ne vois pas trop ici, mais je me pose la question, pourquoi en 2015, pourquoi est-ce que les coûts variables ont baissé si les ventes ont augmenté? Alors, les taxes en 2014, et je me demande ici pourquoi que ce chiffre baisse, il devrait être proportionnel aux ventes. Alors, c'est ce que je remarque quand je commence à regarder les chiffres. Alors, les coûts fixes sont stables. C'est ça. Alors, les taxes sont nulles. Lui, il est important. Puis c'est ça. Si en 2013, alors je n'ai pas les états financiers de 2013, si en 2013, Ford a fait une perte, elle ne va pas payer de taxes en 2013 et alors, quand tu fais une perte, le gouvernement n'arrive pas avec un chèque pour la valeur des taxes négatives. Tu as ce qu'on appelle un tax loss carry forward. Alors, si elle avait fait une perte en 2013, elle l'aurait reçu en 2014. Donc, si elle a perdu de l'argent en 2013, les taxes négatives qu'elle avait à payer, elle les soustrait des taxes positives à payer en 2014. Mais les coûts fixes sont relativement stables. Alors, quand on regarde les coûts fixes, ouais, ça bouge, mais l'affaire, c'est que c'est un chiffre qui est vraiment bas. Ah oui, alors si tu m'aurais mentionné, qu'il bouge, mais je veux dire, c'est 200 millions sur des valeurs de 150 milliards. Ça ne va pas vraiment faire bouger ton ratio. La question que je me pose ici, c'est pourquoi que les coûts variables ont baissé en 2015, malgré le fait que les ventes ont augmenté. Alors, voyons qu'est-ce qui est écrit dans le solutionnaire. Les coûts fixes sont stables. Mais c'est ça, la marge des coûts variables versus les ventes. Mais c'est ça, c'est bon. Les coûts fixes, c'est pas les coûts fixes, c'est les coûts variables pour l'année intermédiaire que je me pose la question. Mais le plus important ici, c'est bien sûr des taxes de 4 millions. Je veux dire, il faut l'avoir remarqué. D'ailleurs, quand j'ai fait l'examen, je me demandais est-ce que je me suis trompé. Ce n'est pas 4 millions, c'est 4 milliards. C'était bel et bien 4 millions. OK. Mais c'est ça. Alors, si vous avez un ratio qui bouge, vous pouvez poser la question. Vous n'allez pas trouver la réponse, mais vous devez poser la question. OK. Calculez le coefficient de levier financier de Tesla pour les 3 dernières années. Alors, calculez le coefficient de levier. OK. Alors, une perte de 4 millions, je veux dire, comment est-ce que ça s'explique? OK. Alors, calculer le coefficient de levier financier de Tesla pour les 3 dernières années. Alors, la première chose qu'on doit faire pour Tesla, c'est qu'on va calculer, pour le coefficient de levier financier, vous devez calculer le taux d'imposition de Tesla. Alors, quand vous regardez Tesla, vous regardez les taxes qui ont été versées. OK. Alors, Tesla, elle a quand même payé quelques taxes, pas grand-chose. Je veux dire, 9 millions, elle a payé en taxes en 2014, mais elle avait fait une perte de 284
millions de dollars. D'ailleurs, de son début jusqu'à 2019, Tesla a tout le temps fait une perte. En 2020, elle a fait son premier gain, mais c'est à cause de la vente des crédits d'impôt que je viens juste de mentionner. Si on enlève la vente des crédits d'impôt, Tesla n'a jamais fait un profit. Elle n'a jamais fait un profit dans ses opérations. Mais ça, on le voit en 2016, on le voit pour les 3 années qu'elle ne fait pas une perte, elle fait pas un gain opérationnel. OK, donc, elle a fait un bénéfice négatif pour chaque année. Elle a payé un peu en taxes. J'ai quelques questions là. Peut-être c'est des taxes de vente, je ne sais pas. Elle a payé un peu en taxes, mais son bénéfice net pour les 3 années était négatif. Alors, c'est ça qui va être important. Si tu as un bénéfice net qui est négatif, si on revient au coefficient de levier financier, alors dans les diapos du cours, le coefficient de levier financier, ici, c'est EBIT fois 1 moins les taxes divisé par le bénéfice net applicable aux actionnaires ordinaires. Alors, vous l'avez ici. Alors, le bénéfice net applicable aux actionnaires ordinaires. Si ton EBIT est négatif, alors tu vas avoir un chiffre qui est négatif au numérateur et tu vas avoir un chiffre qui est encore plus négatif au dénominateur. Donc, tu vas avoir un chiffre qui est plus petit que 1. Pour tous tes ratios, une compagnie qui est profitable, le ratio va être plus grand que 1. Pour avoir un ratio qui est égal à 1, il faut nécessairement que tu n'aies aucune charge fixe. Alors, dans le cas du coefficient de levier financier, si tu n'as aucune charge d'intérêt et tu n'as aucun dividende privilégié, le numérateur et le dénominateur est équivalent, alors tu as 1. Sinon, le dénominateur va tout le temps être plus petit que le numérateur parce que tu soustrais des charges au dénominateur, alors le numérateur est plus grand. Un coefficient levier financier ou opérationnel proche de 1, mais plus grand que 1, ça veut dire que tu as très peu de risques. Mais pour avoir un ratio qui est plus petit que 1, par défaut, il faut que le EBIT il soit négatif. Et d'ailleurs, quand on regarde, dans le cas de Tesla, le EBIT, le Earnings Before Tax, le EBIT et le bénéfice net sont tous négatifs. Alors, dans son histoire, au point de vue opérationnel, Tesla n'a jamais fait un profit. C'est une des raisons pourquoi je dis achetez pas Tesla. Je veux dire, on ne sait pas si ça va être une compagnie dans 10 ans. Mais il y a tout le temps du monde qui sont prêts à investir dans Tesla. Alors, Tesla n'a pas fait. Alors, OK, alors quand on regarde le coefficient de levier financier, on remarque que Tesla n'a pas fait un profit dans les 3 années. À court terme, tu peux faire ça, mais à long terme, tu ne peux pas faire ça. Donc, le coefficient de levier financier est plus petit que 1. Tu ne peux pas faire ça à long terme. Je veux dire, à long terme, si tu fais juste des pertes, éventuellement, je veux dire, Nortel était à 126$ une fois, mais elle avait fait des pertes pendant 10 ans. Éventuellement, on a réalisé que Nortel n'était jamais pour faire des gains et elle a planté. Est-ce que Tesla va être comme ça? En 2016, je disais ça avait de l'air, mais je veux dire, le prix de l'action, elle est 10 fois plus grande aujourd'hui après 5 ans. OK, calculer le court-bénéfice de Ford et Tesla. Le court-bénéfice, c'est le prix de l'action divisé par les earnings per share. Tu prends tout le bénéfice net des actionnaires ordinaires, tu divises par le nombre d'actions ordinaires et ça va te donner ton earnings per share. N'oubliez pas que quand on vous donne les états financiers, que ce soit Tesla et Ford, alors quand on vous donne les états financiers de Tesla et de Ford, tous les chiffres sont en milliers. Mais si on vous donne le prix d'une action, on va vous donner le prix réel. Donc, si vous faites 1 divisé par l'autre, ça va vous donner un chiffre. N'oubliez pas que ce chiffre est en milliers. Ça arrive souvent que des personnes vont calculer des earnings per share. La bonne réponse est de 5,12 $. Alors, le bénéfice par action ordinaire est de 5,12 $, la bonne réponse. Mais j'ai des réponses de 0,005. Encore une fois, quand vous faites votre calcul, assurez-vous que votre chiffre a de l'allure. Alors, le bénéfice par action ordinaire est plus petit qu'une scène. Ce n'est pas logique pour une compagnie comme Ford ou Tesla. Donc, vous calculez le prix de l'action divisé par les earnings per share. Les earnings per share, c'est le bénéfice net applicable aux actionnaires ordinaires divisé par le nombre d'actions. Donc, vous prenez la valeur marchande de toutes les actions divisé par le prix de toutes les actions et ça vous donne le nombre d'actions. La valeur marchande des actions, en anglais, c'est market cap ou market capitalization. Donc, on a la market cap, on a le prix des actions pour les deux compagnies. Alors, on est capable de calculer le nombre d'actions qui existent. Vous calculez le bénéfice net par action ordinaire et 1 divisé par l'autre, ça va vous donner le earnings per share. Vous prenez le prix de l'action divisé par les earnings per share et ça vous donne votre court bénéfice. Donc,
Dans le cas de Ford, le cours-bénéfice est de 10. On peut regarder Ford aujourd'hui, juste comme comparaison. Alors, Ford aujourd'hui, le cours-bénéfice, elle est à... OK, alors ils ont fait des profits négatifs, alors le cours-bénéfice ne fonctionne pas. Alors, quand tu as des profits, le prix de l'action va tout le temps être plus grand ou égal à 0, plus grand que 1 si la compagnie ne ferme pas ses portes. Donc, le cours-bénéfice de Tesla, il est négatif. Ça ne nous dit pas grand-chose à part que la compagnie n'est pas profitable. Et le cours-bénéfice de Ford est de 10,43. Donc, si on compare les deux compagnies, le cours-bénéfice de Ford, un cours-bénéfice plus petit que 14, généralement, c'est un titre qui est sous-évalué. Et un cours-bénéfice de négatif, ça veut dire que la compagnie n'est pas profitable. Donc, si on veut faire un argument que Ford, c'est un meilleur achat que Tesla, tu peux dire que, je veux dire, Ford, le titre est sous-évalué. Maintenant, à l'époque, en 2016, on disait que Tesla était surévalué, mais le prix de Tesla a grimpé de 10 fois. Aujourd'hui, la compagnie Tesla vaut 600 milliards de dollars. Elle vaut plus que toute l'industrie au monde automobile. Donc, si en 2016, on pensait que le prix était surévalué, aujourd'hui, le prix est ridicule. Alors, Toyota, c'est la plus grosse compagnie au monde d'auto. Elle vaut 200 milliards. Elle a tout le temps fait des profits et tu as maintenant Tesla qui vaut 3 fois le prix. Alors, c'est pour ça qu'il y a plein de monde qui disent que la compagnie est ridiculement surévaluée. Mais en 2016, comparez le prix de l'action de Ford et Tesla, utilisez vos réponses en A et en C pour tirer des conclusions. Alors, le cours-bénéfice de Tesla est plus petit que 0. Parce que le bénéfice net est négatif. Alors, Tesla, les 3 années qu'on vous donne, elle n'a jamais fait un profit. Le cours-bénéfice plus petit que 14 de Ford nous indique que soit que la compagnie elle est sous-évaluée ou que les actionnaires s'attendent à des profits futurs qui vont être relativement bas. Alors, c'est peut-être le cas. Alors, quand tu as un cours-bénéfice qui est bas, peut-être que tu penses que le prix de l'action va être plus bas. Alors, le prix de l'action de Ford à l'époque était de 12,10 et aujourd'hui, le prix d'une action de Ford, elle est de 12,24. Alors, tu as fait à peine du rendement. Mais si on compare ça avec Tesla, je veux dire, comparons ça avec Tesla. Tesla, dans les 5 dernières années, c'est ridicule. Là. Je veux dire, c'est 10 fois plus grand. Décuplé? OK. Une autre justification, c'est que encore une fois, juste avec les états financiers de 2016, vous voyez que Ford, alors si vous regardez la valeur marchande de Tesla, elle est plus grande que la valeur marchande de Ford. Mais si vous regardez tous les chiffres, je veux dire juste le bénéfice net, alors la valeur marchande de Tesla, elle est plus grande que la valeur marchande de Ford. La valeur marchande de Tesla, 53 milliards en 2016, 48 milliards pour Ford. Malgré le fait que Ford fait des profits à chaque année et Tesla ne fait pas des profits dans aucune de ces années. Alors, une autre raison pourquoi que Ford a de l'air d'être plus stable que Tesla, mais si on regarde ce qui s'est passé dans les 4 dernières années, je pense que le prix est absurde de Tesla. Et je disais ça en 2016. Donc, le 21 novembre 2016, Tesla a fait l'acquisition de 85 des actions de SolarCity. Quelle est la valeur du 15 des actions restantes? Alors, quand tu fais l'acquisition d'une compagnie, je vous ai dit GM et Goodyear. GM, elle a acheté 40 de Goodyear, mais elle avait un contrôle sur Goodyear. La valeur du 60 qui reste, c'est le minority interest. Alors, il fallait juste trouver un minority interest de 785 millions de dollars. Il y avait une autre façon de trouver la réponse, et ça, j'ai 2 étudiants qui l'ont fait de cette façon-là, alors je l'ai ajouté, mais vraiment, c'était une solution crackpot, c'est qu'ils ont regardé qu'il y avait des actions, du capital action qui a été émise dans le Statement of Cash Flow, et que 85 de cette valeur, c'était la valeur qui était donnée à SolarCity, et le 15 qui restait, c'était quasiment le 785 millions. Alors, je l'ai accepté comme réponse, mais vraiment, ça, c'est une solution vraiment crackpot. J'étais impressionné par les étudiants qui l'ont trouvé. OK, alors ça, c'est l'examen de 2017. Alors, l'examen de 2017, je vais arrêter l'enregistrement maintenant.